Record. Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette découverte, présentation du modèle irlandais des Youth Bank. Et nous allons débattre aujourd'hui de son ouverture arageoise et de découvrir comment, en marchant sur le fil de l'histoire du mont-de-piété, de son ancrage dans les Flandres, comment effectivement ce modèle inédit pourrait peut-être renouer avec un formidable élan qui a pu se développer dans le centre d'Arras à travers le modèle des monts de piété. J'espère que chacun a pu trouver le moyen de se connecter pour rejoindre cet atelier. Le sujet d'aujourd'hui donc va se décliner dans un format relativement court de 40 à 45 minutes dans lequel va justement vous être présentée une initiative audacieuse. Celle-ci s'inscrit également dans une actualité intéressante, transmanche, qui nous invite peut-être à être aussi d'audacieux conquérants à travers le Brexit. Cette présentation sera aussi justement déclinée en anglais pour favoriser la compréhension auprès de participants qui seraient anglophones. Là aussi, c'est un élément important pour nous connecter avec peut-être des partenaires irlandais qui auraient envie de soutenir ce projet. Vous savez que la diaspora irlandaise est importante jusqu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et à travers le grand passé mémoriel d'Arras, la carrière Wellington, bien sûr, l'extraordinaire histoire des tunneliers kiwis, il existe un élan de solidarité internationale qu'il est possible de relancer. On va y revenir. Je vous remercie en tous les cas d'avoir répondu à cette invitation par votre présence et je vous propose de regarder ensemble ce sujet passionnant. Alors pour introduire justement le débat d'aujourd'hui, je voudrais effectivement vous rappeler l'impressionnante architecture, l'écrin qui existe toujours aujourd'hui dans le patrimoine de la ville d'Arras. Vous avez ici le fronton historique de l'emplacement du mont-de-piété. Vous dire qu'effectivement, sa construction remonte à 1624, à l'initiative du surintendant général des Monts-de-Piété qui les installe dans les 15 plus grandes villes des Pays-Bas méridionaux. Et par la suite, fort de ce succès, sous le ministère de Richelieu, en 1637, le médecin Théophraste Renaudot réussit à intéresser le cardinal à la fondation dans Paris du premier établissement de prêt-sur-gage. Alors, est-ce que ces monts-de-piété existent toujours aujourd'hui? Ils ont été en fait remplacés par une autre institution, toujours extrêmement utile et qui développe une activité historique de prêt-sur-gage. Il s'agit des crédits municipaux. Il existe un crédit municipal dans toutes les grandes villes de France, à Paris, à Nice, à Lille, à Bordeaux, à Poitiers, à Montpellier. Vous pouvez retrouver un maillage, mais nous allons revenir sur l'ancrage historique, précisément à Arras, de ce modèle de mont-de-piété qui a été d'abord encouragé par des sociétés savantes, l'Académie, les Rossati. Et Arras va jouer, l'Arageois va jouer justement un rôle précurseur dans ce modèle de microcrédit qui en réalité vient d'Italie au XVe siècle et qui va être symbolisé, comme vous voyez ici à l'écran, par un griffon. Un griffon qui est cet animal mythique, cet animal mythologique doté d'un corps de lion, d'ailes et d'un bec d'aigle qui gardait les mines d'or d'Apollon dans le désert de Scythie et qui était déjà l'emblème du premier Monte di Pieta créé en 1462
par le moine Barnabé de Terni. Voilà, vous avez en tous les cas le positionnement historique de cette institution dont les fondations à Arras datent, comme je vous l'indiquais, de 1624. Alors ici, la façade entièrement rénovée de ce mont de Piété qui accueille aujourd'hui dans le centre-ville d'Arras des logements. Mais cet écrin, comme vous le voyez, est assez exceptionnel et nous invite peut-être à réfléchir à l'actualité aujourd'hui de cette institution et du rôle qu'elle pourrait jouer demain dans le domaine des financements innovants. Je rappelle qu'effectivement, l'utilité sociale du Mont-de-Piété a été très rapidement reconnue. Elle visait essentiellement à apporter un financement rapide pour répondre à un besoin de trésorerie. L'institution prête alors de l'argent sur gage à des taux très avantageux et plus intéressants que ceux pratiqués par les usuriers installés dans le quartier. Vous savez qu'à l'époque médiévale, c'était une activité extrêmement répandue, extrêmement codée, encadrée par de nombreuses règles. Vous savez que certaines communautés étaient en particulier exclues. Le pignon de la façade que vous avez pu voir en photo est justement fait de courbes et de contre-courbes, qui est le premier modèle arageois connu et qui annonce les façades baroques de la place des Héros et de la Grande Place. En tous les cas, le développement de cette institution est assez exceptionnel et je pense que s'il a autant duré et traversé les époques, cela témoigne de tout l'intérêt aujourd'hui de le réactualiser. Alors, comment effectivement l'histoire de ces institutions médiévales peut s'inscrire dans les pas de périodes de guerre, de crise et d'élan de solidarité internationale qui ont pu exister. L'institution du Mont-de-Piété, qui est née à Arras en 1624, avait, comme je vous l'indiquais, pour emblème un griffon. Ce griffon qui gardait les mines d'or d'Apollon. Et cette symbolique pourrait justement peut-être entrer en écho avec un autre travail exceptionnel qui a été mené, c'est celui des tunneliers, en particulier des tunneliers néo-zélandais, mais aussi australiens, qui vont venir creuser des carrières à Arras pendant la Grande Guerre. Et il existe un lieu de mémoire autour de ce formidable élan de solidarité internationale qui est la carrière Wellington. Et beaucoup d'Australiens et Néo-Zélandais ont, quand on creuse un peu, des ancêtres issus de la diaspora irlandaise. Et ces chemins de mémoire pourraient peut-être, au travers des époques, nous rapprocher, nous connecter et former ensemble de nouvelles synergies, de nouveaux élans de solidarité dans le sillage de ce Western Front qui a été effectivement une formidable force de ralliement, de mobilisation des nations anglophones du Commonwealth et en particulier des Kiwis, à savoir la solidarité néo-zélandaise au premier conflit mondial. Alors, ici, vous pouvez imaginer en Australie la régénérescence d'un lien interceltique à travers le kangourou qui a été l'emblème ici sur l'affiche du Festival interceltique de Lorient en Bretagne, où l'Australie était la nation invitée. Et voyez que finalement, cet emblème se confond entre celui du kangourou et également celui du griffon. C'est un appel à la créativité, à l'innovation pour peut-être demain imaginer de nouveaux symboles, de nouveaux vecteurs de prise de risque, de nouvelles façons de faire ensemble et de nouvelles synergies collaboratives fondées sur le dialogue des cultures et le dialogue des peuples. Alors, vous dire qu'un network, un formidable élan de solidarité existe à travers les voies maritimes. Ici, je prends l'exemple de l'ensemble
des jumelages, des connexions qui existent depuis le port de Dunkerque. Mais vous savez que les ports maritimes des Hauts-de-France sont un incroyable levier de mobilisation vers l'extérieur. L'esprit de Dunkerque, comme on l'a connu, peut effectivement nous pousser demain à regarder l'avenir de relations transmanche, l'avenir de relations celtiques, qui certainement pourront stimuler ce débat autour de la Youth Bank. Alors, vous dire qu'effectivement, le contexte du Brexit à ce titre est très intéressant. Depuis le 1er avril, il existe un renforcement de la ligne qui rapproche Dunkerque et Rosslare en Irlande. Et cet itinéraire offre aux entreprises de transport, de logistique, aux chargeurs, un trajet direct et sans papier avec des coûts réduits et moins de temps d'attente qui s'applique désormais pour toutes les procédures douanières avec le Royaume-Uni par voie maritime. Alors, regardons ensemble comment effectivement de nouvelles routes, de nouvelles dynamiques collaboratives pourraient se développer en marchant peut-être aussi sur le passé des corsaires, puisque finalement Jean Bart, comme d'autres grandes personnalités, armateurs, capitaines locaux, eh bien, se sont associés, ont formé des coalitions créatives avec un certain nombre de réfugiés jacobites irlandais qui sont venus grossir les rangs de maisons de commerce, de maisons d'armement, et qui effectivement ont créé des transferts de connaissances exceptionnels avec la Côte d'Opale, avec les Hauts-de-France, avec les réseaux commerciaux et le grand passé marchand, bien entendu, d'Arras. Alors, l'un des grands écrivains qui a justement vraiment regardé beaucoup la mer, les échanges transmanche, c'est Victor Hugo, à travers une œuvre exceptionnelle qui s'appelle Les Travailleurs de la mer, dans lequel finalement Victor Hugo imagine la figure d'un roi au crinier de l'océan qui aurait trouvé le bonheur dans ses États, puisque la Constitution dont il est l'auteur refuse le droit d'entrer à l'or et à l'argent sans son autorisation. Et la seule monnaie ayant cours est le coquillage, dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors, cet élan, vous savez que Victor Hugo s'est aussi exilé dans plusieurs îles. Il a passé 15 ans de sa vie à Guernesey avant de passer par Jersey. Eh bien, est-ce que finalement, ce trait d'union avec la mer, avec l'océan, pourrait peut-être nous conduire demain à de nouveaux vecteurs d'échange, comme ce coquillage qui était une monnaie? Je vous cite ici l'exemple de l'huître, puisque vous savez que dans le sillage, de jeunes entrepreneurs, d'ostréiculteurs partis tenter leur chance en Irlande, eh bien, un vent de jeunesse a justement poussé de nouveaux aventuriers à s'associer avec des courtiers en coquillage. Et certains ont racheté de petites exploitations et ont fondé Sophie Selfish, la société franco-irlandaise. Vous avez l'exemple irlandais qui est tout à fait intéressant et qui montre comment, autour de l'économie circulaire, autour de l'économie bleue, il est possible de trouver de nouvelles alliances. On considère aujourd'hui que l'huître et ce coquillage à la fois extrêmement convoité en Irlande, mais aussi en France, puisque 86% des huîtres irlandaises exportées partent vers la France. 3 à 4 années d'élevage vont être nécessaires pour obtenir une huître commercialisable. Ce qui veut dire que c'est un processus qui est assez long, qui s'inscrit vraiment dans le temps et dans la durée. Et donc, les naissins vont arriver par camion frigorifique et être incubés ensuite dans des écloseries en France. L'Union européenne a beaucoup subventionné le développement de cette activité, mais l'ostréiculture ne s'invente pas. Les huîtres grossissent de 18 à 24 mois dans les eaux irlandaises avant d'aller achever leur croissance en France ou même dans le sud-est
de l'Irlande. Alors, il y a eu aussi beaucoup de formidables dynamiques de coopération. Je pense également à cette dynamique entre l'acier et le charbon, qui n'est pas uniquement une dynamique franco-allemande, mais également transmanche, qui a mobilisé beaucoup de ports celtiques, de ports secondaires sur l'arc atlantique. Vous savez que l'acier dunkerquois, le charbon irlandais et gallois a été aussi un formidable élan de mobilisation industrielle, de transfert de technologie, de mobilisation aussi de ressources avec l'arrière-pays, avec Lens, bien entendu, le grand passé minier du Pas-de-Calais et les Hauts-de-France, que ce soit à travers les innovations textiles, mais aussi le grand passé industriel minier, ont été un véritable carrefour. Carrefour qui a poussé de formidables synergies, des échanges commerciaux extrêmement riches et variés avec l'Irlande, avec le Pays de Galles. Et donc, c'est un formidable mouvement de cabotage, d'échanges maritimes qui pourrait aussi être relancé à travers de nouvelles coopérations. Coopérations qui ont existé aussi dans des formidables temps de crise. Et là, je vous invite à vous replonger dans la maison natale du général de Gaulle, à Lille, puisque dans ce quartier historique à proximité de la rue Royale, eh bien, Charles de Gaulle, en lançant le mouvement de la France libre, a aussi suscité de formidables odyssées. Et je voudrais à ce titre vous rappeler l'histoire de la Free French Banking, la Banque de la France libre, qui a été lancée par René Pleven, premier argentier de ce grand mouvement, qui, avec seulement quelques compétences financières, va initier dans la City de Londres, à Lombard Street, une formidable mobilisation de financement grâce à la connaissance personnelle de la résistance, des hommes, des continents qui s'y sont associés, et des dons du monde entier vont pouvoir permettre de financer les premières avances de guerre de la Grande-Bretagne. Et Sénèque aurait dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et à la fin du conflit, Pierre Mendès France prononcera, lors de la présentation du premier budget public en 1945, ces années de guerre active auront coûté à la France le prix d'une exposition. Ce qui montre l'extraordinaire audace, l'extraordinaire inventivité qu'il est possible de renouer, de relancer aujourd'hui. D'autant que de grands écrivains, penseurs irlandais ont aussi matérialisé cette mémoire. Je pense à un prix Nobel de littérature, Samuel Beckett, qui a été un formidable espoir pour la résilience, pour le dialogue des peuples, des cultures, dans des périodes de crise, dans des périodes de mémoire de conflit extrêmement fortes et extrêmement pesantes. Alors demain, avec le Brexit, la question des frontières refait surface et interroge la capacité des portes maritimes des Hauts-de-France, Calais, Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, à renouer avec des autoroutes de la mer qui pourraient justement positionner Larajoie, Arras comme de nouvelles interfaces, de nouveaux intermédiaires, de nouveaux carrefours stratégiques qui pourront demain peut-être relancer des coopérations. À l'image du grand passé commerçant qu'a connu Arras, qui était peut-être aussi inspiré d'un modèle vénitien, puisque vous savez que le grand passé, l'âge d'or d'Arras a été d'être une plateforme du commerce, et de la même façon, Venise, en marchant sur les traces de Marco Polo, a été la première place pour l'échange de parts dans des navires. Les marchands du grand commerce mondial y échangeaient des parts, des participations dans des galères qui étaient ensuite divisées en carats. Et effectivement, ce système a permis à la Sérénissime République, à Venise,
d'entreprendre un développement exponentiel de son arsenal et de s'ouvrir très largement au monde et de développer des relations inédites avec les cultures et les marchands du Levant. Alors, en quoi effectivement cette entreprise vénitienne paraît atypique et inspirante pour les relations avec l'Irlande, avec nos amis irlandais? Eh bien, tout simplement, pendant l'épisode de la Grande Famine, des cargaisons humanitaires vont être envoyées par le sultan de l'Empire ottoman, de la Sublime Porte, qui avait déjà aimanté un formidable réseau marchand et maritime avec les portes maritimes de Venise, qui échangeaient de nombreux produits, de nombreuses cargaisons. Et cette ouverture maritime va permettre justement de stimuler de formidables coopérations pour partager la prise de risque, l'inclusion financière et de nouvelles formes de solidarité. Solidarité qui sont toujours fortement encouragées par le FMI depuis 2016, puisque vous savez, Christine Lagarde a présenté une étude relative à l'impact des technologies blockchain sur l'économie mondiale. Et ces technologies peuvent effectivement approfondir l'inclusion financière, l'inclusion des échanges, nourrir de la confiance partagée et recréer peut-être ces liens entre les docks irlandais et les échelles du Levant, qui étaient ces ports où des négociants européens, français, intervenaient en relation avec le commerce du Levant, avec l'ensemble des comptoirs où intervenaient à la fois diaspora irlandaise et aussi réseau marchand de l'Empire ottoman. Alors, regardons ensemble effectivement comment aujourd'hui pourrait être relancée une dynamique franco-irlandaise. C'est l'esprit d'une tribune qui a été publiée par un diplomate qui, dans l'appel, dans les colonnes du Irish Times, a effectivement poussé à développer un plaidoyer, une campagne qui en anglais s'intitule France, your closest EU neighbor, France, votre plus proche voisin, et vous avez sur le fronton de l'ambassade d'Irlande la formidable dynamique autour de ces messages qui a été déployée. Alors, cette réflexion autour de nouvelles relations de voisinage qu'il faudrait développer avec nos voisins irlandais invite demain à réfléchir aux formes que nous pourrions développer de financement innovant, de nouvelles dynamiques collaboratives et de coopération. Alors, comment regarder effectivement cette toile irlandaise, ce network, qui est extrêmement puissant, puisque les Kiwis qui sont venus à Arras, néo-zélandais, australiens, illustrent combien la diaspora irlandaise est aussi très forte au Moyen et en Extrême-Orient, et même partout dans le monde. J'ai voulu préparer cette présentation en apportant le regard d'un expatrié qui a vécu à Londres, qui a vécu au Moyen-Orient et qui a pu être au contact de nombreux représentants de la communauté irlandaise dans le Golfe Persique, mais aussi en Asie-Pacifique. Et peut-être que la formidable histoire des tunneliers d'Arras nous pousse demain à creuser ces nouvelles voies, ces nouveaux tunnels de coopération avec les nations anglophones du Commonwealth, avec nos amis celtiques, avec nos amis irlandais. En ayant ce parti pris qui est très fort dans la culture anglo-saxonne, dans la culture irlandaise, que l'argent est là pour investir et pour créer. C'est une forme d'énergie universelle dans les affaires qui permet de faire bouger les choses et de transformer les visions en réalité. Nous l'avons vu, le grand passé d'Arras avec le Mont-Piété, avec des institutions tutélaires de microcrédit, est un formidable élan pour avancer et imaginer demain. Alors, regardons ensemble peut-être justement quels sont les éléments novateurs qui pourraient stimuler ce débat. Qu'est-ce qu'une newsbank? Qu'est-ce qu'une newsbank? Nous allons nous pencher plus
plus particulièrement dans cette ingénierie de projet et regarder effectivement quelle forme prend-elle, comment ces structures se sont mises en place, quelles sont les dynamiques développées avec des jeunes. Vous avez un lien ici que je vous recommande de visionner, accessible sur YouTube, qui vous présente effectivement dans une courte vidéo en anglais comment s'articulent les youth banks localement, comment elles mobilisent des écoles, comment elles mobilisent des acteurs locaux, comment elles associent des jeunes, comment elles constituent un formidable ralliement de communautés au niveau local. Alors, je transmettrai les planches de cette conférence à l'ensemble des participants et vous pourrez retrouver le lien pour vous connecter et regarder ensemble cette vidéo. Je vous propose de regarder plus précisément ensemble les différentes modalités techniques, les points qui ont permis de développer la genèse de ce projet. Alors, qu'est-ce qu'une youth bank? L'idée est née dans l'île d'Émeraude, en Irlande, dans les années 90. Cinq organisations en charge de l'expression citoyenne des jeunes s'unissent et collectent des fonds à hauteur d'1 million de livres pour financer des projets portés par les jeunes avec une vocation citoyenne. Les aides qu'elles peuvent apporter vont de 250 à 25 000 livres selon l'intérêt et l'ampleur des projets déployés. Ces projets doivent avoir une dimension citoyenne, ils doivent être au cœur de dynamiques locales et les youth banks sont gérés essentiellement par des jeunes de 20 à 25 ans, mais des adultes référents pourront les aider et venir en appui. Alors, le mouvement de ces youth banks a eu un élan extrêmement fort en Irlande. Il a été au cœur d'un véritable ralliement de marchands de paix et de prospérité en constituant un véritable outil de diplomatie d'influence en faveur de la paix et du dialogue des cultures, dialogue interreligieux, puisqu'officieusement, ce dispositif a permis de réconcilier des catholiques et des protestants en mobilisant des acteurs jeunesse. C'est une contribution souvent oubliée dans le processus de paix de 1998 qui a mis fin au conflit nord-irlandais à travers l'accord du Vendredi Saint. Alors, qu'est-ce qu'une youth bank? Comment définir précisément ces mécanismes? Il faut considérer les youth banks comme une structure de financement participatif dédiée aux jeunes porteurs, talents, porteurs de projets innovants, sans doublonner les dispositifs déjà existants qui peuvent être déjà mis en place à travers des fondations, des associations, des structures de philanthropie, des structures d'appui à l'innovation, des structures également des dispositifs publics ou parapublics qui existent, portés par des collectivités. L'originalité de la youth bank repose sur deux impératifs. Être une structure pour les jeunes, gérée par les jeunes, et proposer finalement aux jeunes générations une véritable alternative pour développer un goût pour l'entrepreneuriat, développer le goût du risque et entreprendre un véritable itinéraire de création de richesse, de création de valeur, puisque c'est finalement un modèle qui est assez proche des jeunes chambres économiques, qui consiste à offrir à des jeunes citoyens la possibilité de se former par l'action. Il existe 5 missions principales qui encadrent les actions des youth banks, conduites en complémentarité par les partenaires territoriaux ou même européens. D'abord, mettre en relation des jeunes talents porteurs de projets innovants avec des investisseurs locaux. C'est une mission phare des youth banks. Elle pourra aussi, si sa démarche est plus aboutie, proposer une aide financière, voire des prêts à des taux très réduits ou à des taux zéro, en appui ou au démarrage d'un projet collectif ou même d'une entreprise. Elle pourra aussi offrir des conseils personnalisés, des orientations vers des organismes apportant un soutien à la création d'entreprises. À ce titre, la youth bank se veut davantage être un lieu de ressources
fournisseur de ces conseils, car les dispositifs d'appui sont déjà pléthoriques, sont déjà très nombreux et visent à développer des actions auprès des lycées professionnels, des centres d'apprentissage, des écoles, des universités pour sensibiliser les étudiants et développer le concept. Vous savez qu'il y a à ce titre beaucoup de développement déjà entrepris, d'études qui ont été menées pour bien comprendre les besoins de l'entrepreneuriat des jeunes. À ce titre, vous dire qu'une étude a été réalisée et qui a fait ressortir des éléments sociologiques extrêmement intéressants. Considérez qu'il n'y a pas de crowdfunding type. Toutes les catégories socio-professionnelles, classes d'âge, ont été brossés dans cette étude et on considère que 39% des crowdfunders, c'est-à-dire les personnes qui participent au financement participatif, se disent intéressés pour aller beaucoup plus loin et notamment participer à des projets en termes de conseils. Leur préférence va très largement en direction de start-up en création, de primo-entrepreneurs et des secteurs d'activité qui vont plutôt vers les nouvelles technologies, comment cristalliser des dynamiques d'innovation peu coûteuses et aller aussi en direction de l'économie circulaire. Trouver aussi de nouveaux alliages, de nouvelles coalitions créatives. Les chiffres dans les Hauts-de-France sont extrêmement prometteurs. On considère que 50 à 60% des jeunes ont l'intention de créer une entreprise d'ici les 5 ans. Toutefois, il existe un certain nombre de freins qui ont été identifiés par rapport à ce potentiel. D'abord, le manque de transition expérientielle entre l'adolescence, la fin d'études et l'âge adulte. L'essoufflement des jeunes aussi serait souvent ressenti face aussi à l'accompagnement des circuits bancaires classiques. Et enfin, le manque d'accès au financement comme principal handicap à la concrétisation d'un projet de création. Ce qui effectivement permet de bien identifier en quoi la gouvernance du Youth Bank est originale, parce qu'elle positionne vraiment les jeunes dans de nouveaux défis collaboratifs, dans de nouvelles capacités de s'associer ensemble, d'associer ceux qui osent. Et ce rapport à la prise de risque, il est extrêmement intéressant à stimuler chez les jeunes, pousser les acteurs jeunesse à se former par l'action. Alors, comment fonctionne justement et comment cette envie d'entreprendre est structurée à travers la Youth Bank? Il y a à ce titre dans le fonctionnement les Golden Rules, qui sont des Youth Bank, des règles d'or qui encadrent le fonctionnement des Youth Bank. Ces structures sont effectivement le véritable objet du projet. Il faut véritablement que les Youth Bank soient créés et gérés par des jeunes. Ils peuvent faire partie d'une même école, d'une même ville, d'un même territoire, et des coachs ou des tuteurs, des mentors, des parrains, des entrepreneurs aguerris, des enseignants pourront les aider, les soutenir, les aiguiller, mais sans jamais les influencer dans la conduite du projet. Et c'est ce qui est vraiment fondamental dans les Golden Rules. L'architecture de la Youth Bank est véritablement poussée en direction des jeunes. C'est le pilotage des jeunes qui est essentiel. Ce sont eux qui vont définir les critères d'éligibilité des projets qu'ils vont soutenir. Ce sont eux qui vont véritablement construire la chaîne de financement pour encourager des projets, originer véritablement des dynamiques qui viennent des territoires, analyser les projets et sélectionner ceux que la Youth Bank soutiendra, identifier des investisseurs complémentaires aux financeurs partenaires de la Youth Bank et organiser autour de ça des événements thématiques regroupant les porteurs de projets, les investisseurs et éventuellement des personnalités qualifiées. Il s'agit pour la Youth Bank de conseiller des porteurs de projets, organiser la mise en place de réseaux pour faciliter la mise en œuvre de leurs projets entrepreneurial et collectifs. Il s'agit à ce titre de véritables structures support qui vont faciliter la mise en place des Youth Bank, associées par un support
logistique et financier. Il existe des confédérations des youth banks qui existent en Écosse, en Irlande, dans différents pays où ce modèle a pu se développer, en Azerbaïdjan, en Arménie, en Palestine. Et effectivement, ces structures support, ces confédérations vont aider les petites youth banks à développer des relations institutionnelles avec les collectivités, obtenir peut-être des subventions, mais mettre en place des partenariats qui seraient un peu plus structurés et organiser une concertation dynamique avec des acteurs, des structures d'appui, d'aide à l'entrepreneuriat. Au fond, les confédérations vont aider, être des structures ombrelles pour promouvoir le concept de Youth Bank et organiser la communication au niveau global. C'est véritablement un dispositif extrêmement ambitieux qui nécessite aussi des étapes de mise en place pour pousser des jeunes à développer ces expériences pilotes, à dupliquer dans d'autres villes ce modèle, là où il aurait pu marcher, depuis Arras, par exemple, où il existe un potentiel exceptionnel d'entrepreneurs, d'innovateurs, d'associations qui sont aussi extrêmement dynamiques, associations arageoises qui pourraient aussi reconnecter l'extraordinaire réseau international qui existe de coopération et de jumelage. Alors, pour identifier effectivement ces partenaires, initier des groupes de jeunes qui souhaiteraient s'engager, plusieurs étapes sont effectivement nécessaires. Et c'est le sens d'un livre blanc qui a été réalisé, qui constitue une véritable publication à partager auprès de l'ensemble des porteurs de projets qui auraient envie de se lancer dans cette aventure, qui auraient envie de renouer avec l'histoire médiévale du Mont Piété, qui auraient envie de marcher sur les traces de ceux qui ont façonné l'épopée des tunneliers d'Arras, qui, de la Nouvelle-Zélande jusque dans les Flandres, ont créé un formidable élan de mobilisation. C'est un véritable laboratoire d'idées qui pourrait renaître à Arras, avec de nouveaux leviers de mobilisation à mobiliser, un nouvel élan de solidarité à travers des dynamiques collaboratives ambitieuses, inventives, qui pourraient tout à fait mobiliser demain de nouvelles formes de mécénat de compétences. Vous savez qu'il existe aussi dans l'espace public de nouvelles façons d'encourager le financement des startups et des associations arageoises. Ici, je voudrais prendre l'exemple du modèle Media for Equity, qui a une origine anglo-saxonne et qui consiste à se réapproprier l'espace public. Ici, vous avez l'exemple d'un arrêt de bus qui est véritablement porteur de beaucoup d'inventivité et qui consiste effectivement à mobiliser des acteurs de la mobilité urbaine pour mettre en valeur sur le mobilier urbain des formidables écrins, vitrines pour des jeunes entrepreneurs, des porteurs de projets innovants qui auraient besoin de mobiliser la foule, qui auraient besoin de mobiliser les acteurs de la cité, mobiliser les citoyens pour les intéresser à leurs projets. Il existe une bannière qui a été créée qui s'appelle Youth Bank France, avec un compte Instagram, une page Facebook et un compte Twitter, qui justement offre des outils numériques pour débattre de tous ces outils et poursuivre ensemble le débat. Je vous invite à consulter ces différents supports de communication, de dialogue, pour réfléchir ensemble à la façon dont le modèle irlandais des Youth Bank pourrait aussi être développé à Arras, expérimenté avec les acteurs arageois, avec le grand passé d'ouverture qui a existé, grand passé marchand, mais grand passé aussi mémoriel, de solidarité. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et maintenant ouvrir le débat avec l'ensemble des participants qui se sont connectés aujourd'hui pour cet atelier. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et vous inviter maintenant à poser vos questions, interagir à travers la bulle de discussion et aussi peut-être créer de nouvelles dynamiques collaboratives ensemble. Merci à tous pour votre attention et je vous propose maintenant de regarder ensemble vos questions, vos remarques et comment ici à Arras, il serait possible de développer un projet aussi ambitieux. Merci à tous.